Je m'appelle Hélène, et à 32 ans, je ne m'attendais pas à trouver ma voie à la table de Thanksgiving. Chaque année, je redoutais notre réunion de famille, sachant que ma mère, Diane, trouverait de nouvelles façons de me rappeler que je n'étais jamais tout à fait à la hauteur. Mais cette année fut différente. Quand elle m'a traité d'erreur devant la tarte à la citrouille et que tout le monde a ri, quelque chose en moi s'est finalement libéré. Les mots qui sont sortis de ma bouche ont changé notre famille pour toujours. Si vous avez déjà eu à tenir tête à des membres de votre famille toxique, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa force dans les relations difficiles. Ayant grandi dans la banlieue du Michigan, notre maison semblait parfaite de l'extérieur, une maison coloniale de 2 étages avec des volets verts, une pelouse impeccablement tondue et des parterres de fleurs qui s'épanouissaient pile au bon moment. Mais à l'intérieur de ces murs, mon enfance fut tout sauf idyllique. Ma mère, Diane, était le genre de parent qui paraissait chaleureuse et charmante aux yeux des voisins et des professeurs, mais derrière les portes closes, elle maniait la critique comme un chirurgien manie un scalpel, avec précision et de manière tranchante. Hélène, tiens-toi droite. Personne n'aime une fille aux épaules voûtées. Hélène, pensais-tu vraiment que cette tenue était appropriée? Hélène, un à moins? Qu'est-il arrivé aux autres points? Ces commentaires ont parsemé mon enfance, de petites coupures qui se sont accumulées au fil des ans. Pendant ce temps, mon jeune frère, Kyle, recevait une éducation complètement différente sous le même toit. De 3 ans mon cadet, Kyle fut l'enfant prodige dès sa naissance. Regardez Kyle, il lit déjà à 4 ans. Kyle est si doué au baseball. Il tient ça de mon côté de la famille. Kyle sait simplement comment parler aux gens. Un tel charmeur. Mon père, Harold, assistait à tout cela de derrière son journal ou, plus tard, de l'écran de son ordinateur portable. Homme aimable mais évitant les conflits, qui travaillait comme comptable, papa me lançait parfois des regards compatissants ou me tapotait l'épaule après des critiques maternelles particulièrement dures, mais il n'intervenait jamais directement. Ta mère veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, disait-il en privé. Elle a de grandes attentes parce qu'elle croit en toi. Mais cela ne ressemblait jamais à de la croyance. Cela ressemblait à de la déception. Malgré les vents contraires émotionnels à la maison, j'excellais sur le plan académique. L'école est devenue mon refuge, un endroit où l'effort se traduisait par un succès mesurable. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, j'ai décroché une bourse complète pour l'Université du Michigan, et j'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien avec une double spécialisation en marketing et psychologie. Ma trajectoire de carrière a continué à monter après l'université. J'ai déménagé à Chicago et j'ai gravi les échelons dans une prestigieuse agence de marketing, devenant finalement la plus jeune cadre de l'histoire de l'entreprise à 30 ans. J'avais mon propre appartement en centre-ville avec vue sur le lac Michigan, des amis proches qui m'appréciaient, et même un chien de refuge récemment adopté nommé Baxter. Selon les critères extérieurs, j'avais réussi. Mais les réunions de famille me réduisaient toujours à cette petite fille incertaine, désespérée d'obtenir une approbation qui ne venait jamais. Ce n'est que l'année dernière que j'avais commencé à voir une thérapeute, la Dr Winters, qui m'a aidé à comprendre la dynamique en jeu. Des mots comme tendance narcissique et syndrome de l'enfant prodige ont donné un cadre à mes expériences. Nos séances hebdomadaires avaient lentement reconstruit mon estime de moi et établi des limites plus saines dans la plupart des domaines de ma vie, sauf avec ma famille d'origine. Les systèmes familiaux sont souvent la dernière frontière dans le travail sur les limites, m'avait expliqué la Dr Winters lors de notre séance juste avant Thanksgiving. Ces schémas ont été établis lorsque vous étiez la plus vulnérable et ont eu le plus de temps pour s'installer. Quand l'invitation annuelle de Thanksgiving est arrivée, mon premier instinct a été de décliner. J'avais une excuse légitime, une retraite d'entreprise dans le Colorado qui avait été reprogrammée. Mais après en avoir discuté en thérapie, j'ai pris la décision d'y assister, armé d'une nouvelle prise de conscience et de nouvelles limites. C'est à vous de décider du pouvoir que ces mots ont maintenant, m'avait rappelé la Dr Winters. Vous n'êtes plus cette enfant impuissante. La semaine avant Thanksgiving, je me suis préparé méthodiquement. J'ai fait une tarte aux pommes élaborée à partir de rien, sachant que ma mère y trouverait un défaut mais déterminée à apporter quelque chose quand même. J'ai choisi ma tenue avec soin, une robe pull bordeaux à la fois festive et flatteuse, avec de subtils bijoux en or qui projetaient le succès sans être ostentatoire. J'ai répété des réponses neutres à des provocations prévisibles. Lorsqu'on me poserait des questions sur ma vie amoureuse, je dirais, je me concentre sur moi-même en ce moment, et cela me convient.
Lorsque les comparaisons inévitables avec des cousins plus installés surviendraient, je répondrais, chacun a son propre calendrier. Alors que je parcourais les 3 heures de route de Chicago à la maison de banlieue de mes parents dans le Michigan ce jeudi matin-là, ma confiance vacillait à chaque kilomètre parcouru. J'ai mis de la musique entraînante et pratiqué la respiration profonde, mais je sentais quand même mes épaules se tendre en sortant de l'autoroute et en naviguant dans les rues familières de ma ville natale. Dans l'allée, je suis resté assise avec le moteur éteint pendant plusieurs minutes, me remémorant les désastres des fêtes passées. Le Noël de mes 16 ans où ma mère a commenté mon poids pendant tout le repas jusqu'à ce que je m'excuse pour aller pleurer dans la salle de bain. Le Pâques où j'ai ramené un petit ami de l'université, pour qu'elle l'interroge sur les revenus de sa famille et ses perspectives d'avenir devant les mimosas. Le Thanksgiving d'il y a 3 ans où elle a passé 20 minutes à détailler comment Kyle avait toujours été un bébé facile alors que j'avais eu des coliques et avait été difficile dès le premier jour. Prenant une profonde inspiration, j'ai rassemblé mon sac à main, la tarte soigneusement emballée et un sac cadeau contenant une bouteille de vin coûteuse. J'ai 32 ans, me suis-je murmuré. Je ne cherche plus son approbation. Avec ce mantra frais à l'esprit, j'ai marché sur le chemin de béton familier menant à la maison de mon enfance. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Ma mère se tenait dans l'entrée, portant un tablier parfaitement repassé sur un pull en cachemire couleur camel, ses cheveux mi-longs, gris blond, arrangés dans ce qu'elle appelait son style des fêtes. Elle avait tout de la matriarche de banlieue qu'elle aspirait à être. « Hélène, on commençait à penser que tu n'y arriverais peut-être pas, dit-elle, son ton exprimant à la fois l'accusation et la déception. Pas de câlin, juste un examen critique de la tête aux pieds. Tu as l'air fatigué. La route a dû être difficile. » Avant que je puisse répondre, mon père est apparu derrière elle, offrant le sourire chaleureux qui avait été ma bouée de sauvetage émotionnel pendant mon enfance. « La voilà, dit-il, s'avançant pour m'embrasser. Tellement content que tu aies pu venir, ma chérie. Je l'ai serré dans mes bras en retour, respirant l'odeur familière de son après-rasage. Content de te voir, papa. La maison était impeccable, comme toujours, décorée avec des articles de bon goût sur le thème de Thanksgiving. Rien d'excessif, mais tout était coordonné. L'odeur familière de la dinde rôtie et de la farce à la sauce signature de ma mère remplissait l'air, se mêlant à la cannelle d'un pot pourri qui mijotait. Dans le salon, la famille élargie était déjà rassemblée. Tante Florence, la sœur aînée de ma mère, a fait un signe de la main depuis son perchoir sur le siège de fenêtre. À côté d'elle étaient assis ma cousine Heather et son mari, Tom, avec leurs jumeaux en bas âge vêtus de tenues assorties. Oncle Frank, le frère de mon père, a interrompu une conversation pour me saluer chaleureusement. « Voilà ma nièce préférée, dit-il, me faisant un câlin d'ours qui me remonta momentanément le moral. Oncle Frank avait toujours vu clair dans la dynamique familiale et offrait un soutien subtil. « Comment va la magnate du marketing de Chicago ?» demanda-t-il, s'intéressant sincèrement à ma carrière d'une manière que mes parents ne semblaient jamais faire. « L'agence se porte bien », commençai-je à expliquer avant que ma mère n'interrompe. « Hélène, tu devrais mettre ta tarte dans la cuisine. Bien que j'ai déjà fait une tarte à la citrouille, aux pommes et aux pacanes, alors nous n'y toucherons peut-être pas aujourd'hui. » J'ai senti la piqûre familière mais j'ai souri. Pas de problème. Elle se conservera pour demain. Dans la cuisine, j'ai trouvé mon frère Kyle aidant sa femme, Stéphanie, à arranger un plateau de charcuterie. À 29 ans, Kyle avait répondu à toutes les attentes de notre mère, devenant un pédiatre à succès, épousant une femme qui avait abandonné sa carrière d'enseignante pour le soutenir, et achetant récemment une maison dans une banlieue exclusive à seulement 20 minutes de chez nos parents. Hélène. Kyle sourit sincèrement. Malgré le favoritisme évident de notre mère, Kyle et moi avions maintenu une relation décente, bien que pas aussi proche que je l'aurais souhaité. Super de te voir. Comment s'est passée la route? Pas mal. Peu de trafic, ai-je répondu, en posant ma tarte sur le comptoir bondé. Stéphanie offrit un sourire crispé. Hélène, j'adore la robe. C'est nouveau? Son ton suggérait que c'était une folie que je ne pouvais pas me permettre, alors qu'en réalité, mon salaire doublait probablement celui de Kyle en tant qu'interne. Oh, ce vieux truc? Je l'ai depuis des lustres, ai-je répondu nonchalamment, refusant de mordre à l'hameçon. Ma mère est arrivée en trombe, s'agitant avec des plats déjà parfaitement disposés. Stéphanie, ce plateau est magnifique. Tu as un tel sens artistique. Ça doit être l'enseignante en toi. Ancienne enseignante, corrigea Stéphanie avec une humilité bien rodée.
Juste une femme au foyer maintenant, qui apprend à cuisiner et à décorer. Et personne ne le fait mieux, rayonna ma mère en regardant sa belle-fille. Kyle a tellement de chance. J'ai ouvert le vin que j'avais apporté, me servant un verre généreux avant de l'offrir aux autres. Oncle Frank accepta avec un clin d'œil complice. Alors, Hélène, commença ma mère alors qu'elle vérifiait quelque chose dans le four, toujours dans la même entreprise. J'ai dit à Judy de mon club de jardinage que tu travaillais dans la publicité. Stratégie marketing, en fait, ai-je corrigé doucement. Oui, même agence. J'ai été promu au niveau de cadre l'année dernière. Je l'ai mentionné à Noël. Oh, c'est vrai, dit-elle d'un ton dédaigneux. Kyle vient de terminer sa rotation en pédiatrie avec brio. Son médecin superviseur a dit qu'il avait le meilleur contact avec les enfants qu'elle ait jamais vu. Et c'est ainsi que cela a commencé, l'élévation systématique de Kyle et la diminution subtile de mes réalisations. J'ai siroté mon vin et me suis rappelé le conseil de la docteure Winters, vous n'avez pas besoin de la convaincre de votre valeur. Les conversations avant le dîner se sont poursuivies avec diverses petites interactions qui ont ébranlé ma confiance. Ma mère a mentionné combien de poids je semblais avoir pris depuis l'été. Tante Florence a complimenté l'emplacement de mon appartement, pour que ma mère demande si c'était vraiment un quartier sûr. Ma cousine Heather m'a interrogé sur ma vie amoureuse sur un ton qui suggérait qu'à 32 ans et célibataire, j'étais pratiquement une vieille fille. À chaque interaction, je me sentais retomber dans de vieux schémas, m'excuser pour mes choix de vie, minimiser mes accomplissements et chercher une approbation que je savais ne jamais obtenir. Le seul verre de vin s'est transformé en 3 alors que j'essayais d'atténuer la douleur familière d'être jugée insuffisante. Oncle Frank m'a acculé près de la salle de bain du couloir, l'inquiétude visible dans ses yeux bienveillants. « Tu tiens le coup, ma petite ?» J'ai forcé un sourire. Juste le plaisir habituel de la famille. Il m'a serré l'épaule. « Tu sais, ta mère a toujours été jalouse de quiconque fait les choses différemment d'elle. Ton succès lui rappelle les chemins non empruntés. » Avant que je puisse répondre, ma mère a appelé tout le monde dans la salle à manger. Le dîner est servi. Tout le monde, trouvez vos marque-places. Je suis entré dans la salle à manger formelle pour découvrir que j'avais été placé à l'extrémité opposée de l'oncle Frank et à côté du mari de ma cousine Heather, Tom, qui m'avait adressé environ 10 mots au cours des 5 années écoulées depuis leur mariage. De mon autre côté se trouvait l'ami de ma mère, Vivien, que je connaissais à peine. Isolement stratégique, comme toujours. En prenant ma place assignée, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle à manger et j'ai redressé ma posture, me souvenant des mots de ma thérapeute, ta mère ne peut diminuer ta valeur que si tu lui en donnes le pouvoir. Avec cette pensée, j'ai mis ma serviette sur mes genoux et je me suis préparé pour la phase suivante du parcours du combattant émotionnel annuel. La table de Thanksgiving ressemblait à une image de magazine de décoration intérieure, une nappe blanche impeccable, de la porcelaine fine qui ne sortait que pour les occasions spéciales, des verres en cristal captant la lumière du lustre antique, et un centre de table élaboré de fleurs d'automne et de citrouilles miniatures. Ma mère avait toujours été méticuleuse sur la présentation, comme si une table parfaitement dressée pouvait garantir une famille parfaite. Avant de servir, annonça ma mère, j'aimerais continuer notre tradition de partager ce pourquoi nous sommes reconnaissants cette année. Cette tradition avait toujours été une occasion de compétition subtile et de commentaires passifs-agressifs déguisés en gratitude. Je me suis préparé alors que ma mère commençait. Je suis reconnaissante pour cette belle famille, en particulier pour Kyle et Stéphanie, qui m'apportent tant de joie avec leurs visites et leurs appels. Elle fit une pause significative. Et bien sûr, pour Hélène qui fait l'effort de se joindre à nous malgré son emploi du temps chargé qui la tient si souvent éloignée. Voilà, le premier coup direct, impliquant que je m'éloignais délibérément plutôt que de reconnaître que Chicago était à 3 heures de route et que j'avais une carrière exigeante. Mon père suivit, gardant heureusement ses commentaires généraux sur la santé et la prospérité. Puis vint Kyle, qui parla de sa gratitude pour ses opportunités de résidence en médecine et sa femme solidaire. Stéphanie suivit avec un discours mielleux sur sa reconnaissance pour les valeurs familiales traditionnelles tout en jetant un regard appuyé dans ma direction, la femme de carrière sans enfant. Quand mon tour est venu, j'ai fait simple. Je suis reconnaissante pour la croissance cette année, tant sur le plan professionnel que personnel, et pour les moments qui nous rassemblent. Neutre, positif et bref. Ma mère fronça légèrement les sourcils, s'attendant clairement à plus d'appréciation servile pour son hospitalité. Eh bien, c'était succinct. Alors que la nourriture circulait, la conversation s'est tournée vers les nouvelles de la famille.
La cousine Heather a d'abord dominé avec des histoires sur les réussites de ses jumeaux à l'école maternelle. Chaque anecdote a été accueillie avec un enthousiasme excessif de la part de ma mère. En parlant d'enfants, enchaîna ma mère en douceur après que la discussion sur les jumeaux se fut épuisée, la fille de Vivien vient d'avoir son 3e bébé. Une belle famille. Vivien, désireuse de se joindre à la conversation, sortit son téléphone. Regardez mes petits-enfants. L'aîné commence tout juste la maternelle. Le téléphone a été passé avec les roucoulements appropriés de tout le monde. Quand il m'est parvenu, j'ai souri aux jolies photos. Ils ont l'air d'être des enfants merveilleux. Il n'y a rien de tel que les petits-enfants, soupira ma mère, me regardant droit dans les yeux. J'espère juste vivre assez longtemps pour connaître cette joie moi-même. Kyle s'agita inconfortablement. Maman, nous en avons parlé. Stéphanie et moi fonderons notre famille quand le moment sera venu. Bien sûr, mon chéri, ma mère lui tapota la main. Pas de pression. Vous ferez de si merveilleux parents quand vous serez prêts. Puis, comme si elle ne pouvait s'en empêcher, elle ajouta, bien qu'Hélène devrait probablement y penser plus urgemment, étant donné son âge. La table devint momentanément silencieuse. J'ai pris une bouchée délibérée de dinde et j'ai mâché lentement avant de répondre. En fait, je suis tout à fait contente de ma vie telle qu'elle est. Tout le monde n'a pas besoin du même chemin pour s'épanouir. Bien sûr que non, ma chère, répondit ma mère avec une fausse douceur. Certaines femmes sont simplement plus axées sur leur carrière. Bien que je me demande si tu ne regretteras pas ces choix plus tard. Oncle Frank a tenté de changer de sujet. Hélène, parle-nous de cette grande campagne marketing que ton agence vient de lancer. J'ai vu quelque chose à ce sujet en ligne. J'ai commencé à expliquer notre récent travail avec une grande marque de vêtements de sport, mais en moins de 30 secondes, ma mère m'a interrompu. En parlant de carrières impressionnantes, ai-je mentionné que Kyle est pressenti pour devenir chef de clinique l'année prochaine? Le plus jeune de l'histoire du programme. Kyle baissa les yeux sur son assiette. Maman, ce n'est pas encore confirmé, et ce ne serait pas avant l'année prochaine. Mais ma mère se lançait déjà dans un récit détaillé du génie médical de Kyle, mettant ainsi fin à toute discussion sur ma carrière. J'ai croisé le regard de l'oncle Frank, et il m'a fait un hochement de tête compatissant. Alors que le plat principal se poursuivait, la conversation a dérivé vers des parents non présents, des commérages de quartier, et finalement la politique, que mon père essayait maladroitement de réorienter chaque fois qu'elle surgissait. J'ai participé de manière minimale, ajoutant de brefs commentaires lorsqu'on s'adressait directement à moi, mais me concentrant sinon sur mon repas et répétant mentalement les affirmations de soi que la docteure Winters avait suggérées, je suis digne indépendamment de l'opinion de ma mère. Ma valeur n'est pas déterminée par la comparaison avec les autres. Je peux choisir comment je réponds à la critique. Ces mantras sont devenus de plus en plus nécessaires alors que ma mère trouvait des moyens de faire référence à mes lacunes perçues dans presque tous les fils de conversation. En discutant des projets de vacances, elle a mentionné comment certaines personnes semblaient toujours trop occupées pour participer aux traditions familiales. En complimentant la contribution de Stéphanie à la farce, elle a noté que tout le monde ne prend plus la peine d'apprendre les bonnes techniques de cuisine. Au moment où les assiettes du dîner étaient débarrassées, j'avais été critiqué, directement ou indirectement, pour mon apparence, mes choix de carrière, ma vie amoureuse, mes compétences culinaires, mes normes de ménage, et même mon choix de race de chien, Baxter, mon bâtard de refuge, était apparemment inférieur aux options de race pure. Je me suis porté volontaire pour aider à débarrasser la table, ayant besoin d'un moment loin de la tension de la salle à manger. Dans la cuisine, j'ai pris plusieurs respirations profondes en rinçant les assiettes. Tu sais, elle ne changera jamais, dit tante Florence, me surprenant alors qu'elle entrait avec une pile d'assiettes. Ma sœur a toujours été comme ça. Cela vient probablement de la façon dont notre mère la traitait. Ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas, ai-je répondu doucement, ne voulant pas que ma voix porte. Tante Florence me tapota le bras. Non, ça ne l'excuse pas. Mais le comprendre pourrait t'aider à le prendre moins personnellement. C'est son propre fardeau, pas un reflet de toi. Avant que je puisse répondre, ma mère est entrée en trompe dans la cuisine avec des plats de service. Hélène, tu rinces tout ça de la mauvaise façon. Tu vas laisser des taches d'eau sur la belle porcelaine. Tante Florence a levé les yeux au ciel derrière le dos de ma mère, me donnant le courage de répondre. Je pense qu'elles survivront, maman. Eh bien, quand tu auras ta propre porcelaine fine, tu pourras la traiter comme tu le voudras, renifla-t-elle. Bien qu'à ce rythme,
je me demande si tu auras un jour une maison où tu recevras correctement. Je me suis mordu la langue, me souvenant des dîners que j'avais organisés pour des collègues et des amis dans mon appartement de Chicago, des rassemblements auxquels ma mère avait toujours refusé d'assister parce que la route était tout simplement trop longue. Alors que nous disposions les desserts sur des plats de service, je me suis rappelé que je n'avais qu'à tenir encore quelques heures. Ensuite, je pourrais me rendre à l'hôtel que j'avais réservé plutôt que de rester dans mon ancienne chambre comme prévu. Cette petite limite, le choix d'avoir mon propre espace, me semblait une victoire significative, même si je n'avais pas encore révélé le plan à mes parents. Avec les desserts prêts, nous sommes retournés dans la salle à manger, où je savais que la partie la plus difficile de la soirée m'attendait encore. Quelque chose dans la combinaison de sucre, d'alcool supplémentaire et du relâchement des inhibitions après le plat principal avait historiquement fait du service des desserts la partie la plus émotionnellement périlleuse des réunions de famille. Je me suis rassise, rassemblant les dernières réserves de ma force émotionnelle. Oncle Frank a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a levé son verre d'eau dans un toast subtil d'encouragement. J'ai retourné le geste, reconnaissante pour cette petite alliance sur ce champ de bataille de mots blessants et de vieilles blessures. Le service des desserts commença avec la performance habituelle de fausse modestie de ma mère à propos de sa pâtisserie. La tarte à la citrouille n'a rien de spécial, juste une recette de famille que je perfectionne depuis 30 ans, dit-elle, tout en sachant que c'était son plat signature que tout le monde louait chaque année. Des assiettes de tarte, de la crème fouettée et des cafés après le dîner furent distribués alors que la conversation se tournait vers les souvenirs de vacances, un autre terrain périlleux où mon enfance était souvent révisée pour correspondre au récit préféré de ma mère. Vous vous souvenez du Thanksgiving où Hélène a renversé la saucière sur la nappe de grand-mère, commença ma mère, se lançant dans une histoire bien rodée de ma maladresse d'enfant. J'avais 7 ans, maman, lui ai-je rappelé, en gardant un ton léger. Les accidents arrivent. Bien sûr qu'ils arrivent, acquiesça-t-elle avec un mince sourire. Mais Kyle ne semblait jamais avoir ce genre d'accident. Kyle n'aidait jamais non plus dans la cuisine, fit remarquer raisonnablement tante Florence. Difficile de renverser des choses quand on regarde le football avec les hommes. Ma mère ignora cette logique. Hélène a toujours été plus maladroite que la plupart des filles. Je l'ai inscrite au ballet, mais le professeur a suggéré que le sport serait peut-être plus approprié. La honte familière m'envahit des souvenirs d'être l'enfant disgracieuse luttant lors d'un récital de danse pendant que ma mère regardait avec une déception visible. J'ai fini par être capitaine de l'équipe de natation du lycée, ai-je noté, et j'ai obtenu une bourse sportive partielle. Oui, la natation, ma mère plissa légèrement le nez. Tous ces matins de bonne heure, à abîmer tes cheveux avec le chlore. Mais ça maintenait ton poids sous contrôle, au moins pour un temps. Je sentis mes joues rougir et pris une bouchée de tarte pour éviter de répondre immédiatement. Oncle Frank intervint. Hélène était une nageuse fantastique. Je me souviens l'avoir vue gagner ce championnat régional. Une discipline incroyable pour une adolescente. Ma mère écarta cela d'un geste de la main. En parlant de discipline, l'éthique de travail de Kyle à la faculté de médecine était remarquable. Ses professeurs utilisent encore son mémoire de recherche comme exemple pour les nouveaux étudiants. La réorientation systématique de toute attention positive continua pendant le dessert. Quand j'ai mentionné une collecte de fonds caritative que j'avais organisée, ma mère a immédiatement rappelé le travail bénévole de Kyle dans un hôpital pour enfants. Quand tante Florence a posé des questions sur la vue sur le lac de mon appartement, ma mère s'est lancée dans des éloges de la nouvelle maison de Kyle et Stéphanie. Le schéma était si prévisible qu'il en aurait été comique s'il n'avait pas été si douloureux. À ma deuxième part de tarte, j'avais mentalement compté 17 réorientations, 9 comparaisons directes avec Kyle, et 4 commentaires non sollicités sur mon apparence ou mes choix de vie. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment d'intimité. Dans la salle d'eau, j'ai fixé mon reflet, notant la tension dans ma mâchoire et le léger tremblement de mes mains. Je me suis souvenu du conseil de la docteure Winters lors de notre dernière séance, lorsque vous vous sentez submergé, ancrez-vous physiquement. Sentez vos pieds sur le sol. Comptez vos respirations. Rappelez-vous, vous êtes une adulte maintenant avec des choix que votre moi enfant n'avait pas. J'ai pratiqué cela pendant plusieurs minutes, puis je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai réappliqué mon rouge à lèvres. Au moment d'atteindre la poignée de la porte, j'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir. Je m'inquiète pour Hélène. Vraiment, je m'inquiète. Toujours célibataire à son âge, tellement concentrée sur le travail. Ce n'est tout simplement pas naturel. Ma main se figea sur la poignée.
Elle semble réussir et être heureuse, vint la réponse mesurée de l'oncle Frank. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses dans la vie. C'est juste ce que les femmes sans enfants disent pour se sentir mieux dans leur choix, répondit ma mère d'un ton dédaigneux. Au fond, elles finissent toutes par le regretter. J'ai attendu que leur voix s'éloigne avant de sortir, mon calme momentané brisé par cette nouvelle preuve que ma mère ne me verrait jamais clairement ni ne respecterait mes choix de vie. De retour à table, la conversation s'était tournée vers les projets de vacances. Stéphanie détaillait leurs projets de décoration de Noël élaborés pendant que ma mère écoutait avec une attention captivée. Nous avons un professionnel qui vient accrocher les lumières cette année, expliqua Stéphanie. Kyle pensait que ce serait plus sûr que de le voir grimper sur des échelles. Très sensé, approuva ma mère. Les médecins doivent protéger leurs mains. L'entreprise fait une installation complète avec un thème, ajouta Kyle. Pays des merveilles hivernales ou quelque chose comme ça. Comme c'est charmant, ma mère joignit les mains. Il faudra qu'on passe en voiture pour voir ça. Hélène, décoreras-tu ton appartement pour Noël? La question semblait assez innocente, mais je reconnus le piège. Toute réponse serait mauvaise. Trop de décoration serait d'en faire trop haut pour quelqu'un qui vit seul, trop peu démontrerait un manque d'esprit des fêtes. Juste un petit sapin et quelques lumières, ai-je répondu de manière neutre. Je suppose qu'il ne sert à rien de faire grand-chose quand on vit seul, dit-elle avec une sympathie exagérée. Personne pour apprécier l'effort. Je sentis quelque chose changer en moi, une petite fissure dans le barrage de patience que j'avais construit. En fait, maman, j'organise une fête de Noël pour des amis chaque année. 20 personnes sont venues en décembre dernier. Des amis du travail, demanda-t-elle, son-on suggérant que ce n'était pas de vraies relations. Certains du travail, d'autres de mon programme de bénévolat, de mon club de lecture, des amis de l'université qui vivent maintenant à Chicago. C'est bien que tu te tiennes occupé, dit-elle, le dédain clair dans sa voix. Bien que rien ne se compare à la famille, bien sûr. J'ai croisé le regard de l'oncle Frank, et il m'a fait un signe de tête encourageant, soutenant silencieusement ma tentative de me défendre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvé à faire des allers-retours plus fréquents à la cuisine, ostensiblement pour aider à débarrasser les assiettes ou à resservir du café, mais en réalité pour saisir des moments de solitude. Au cours d'une de ces évasions, Kyle m'a suivi. « Salut », dit-il maladroitement, s'appuyant contre le comptoir. « Maman est en grande forme ce soir. » J'ai haussé un sourcil. C'est assez standard, Kyle. Il a eu la grâce de paraître embarrassé. Je sais qu'elle nous compare. J'aimerais qu'elle ne le fasse pas, ce n'est pas la comparaison qui fait le plus mal, ai-je dit, me surprenant par mon honnêteté. C'est que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien en soi. Kyle étudia sa tasse de café. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as accompli est incroyable. Ce bureau d'angle avec vue sur le lac, ton nom dans les publications de l'industrie. C'est extraordinaire, Hélène. La reconnaissance de mon frère m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Merci. Ça compte beaucoup. Je devrais le dire plus souvent, admit-il. Et je devrais m'interposer quand maman s'emballe. Avant que je puisse répondre, Stéphanie est apparue dans l'embrasure de la porte. Te voilà, Kyle. Ta mère demande de l'aide pour descendre les belles assiettes à dessert de l'étagère du haut. Kyle me lança un regard d'excuse avant de suivre sa femme, son alliance momentanée déjà dissoute par la plus forte attraction gravitationnelle des besoins de ma mère. Je suis resté dans la cuisine plus longtemps que nécessaire, rassemblant des forces pour la phase finale de la soirée. J'ai pensé à partir plus tôt, en prétextant la longue route pour rentrer à Chicago, mais quelque chose me retenait là, un besoin de voir cela jusqu'au bout. Quand je suis retourné dans la salle à manger, mon père remplissait les verres de vin pendant que ma mère supervisait le service du café. La conversation s'était déplacée vers la génétique et les traits familiaux. Kyle a l'esprit médical de mon père, disait ma mère. Et Stéphanie a la grâce naturelle de notre famille. Leurs enfants seront beaux et brillants. Je me suis assise en silence, me demandant si quelqu'un d'autre remarquait comment ces conversations revenaient toujours à louer Kyle et Stéphanie, peu importe où elles commençaient. En me servant une petite part de tarte aux pommes, j'ai réalisé que je ne faisais plus que suivre le mouvement, jouant mon rôle assigné dans ce drame familial. J'étais venu en espérant que les choses pourraient être différentes avec mes nouvelles limites et ma nouvelle prise de conscience, mais la dynamique restait inchangée. Seule ma perception et ma réponse pouvaient être différentes. Avec cette prise de conscience, je sentis un curieux sentiment de calme s'installer en moi.
Ces schémas avaient persisté pendant 32 ans. Ils continueraient probablement sans changement à moins que quelque chose de dramatique n'altère le système familial. Et bien que je ne puisse pas contrôler le comportement de ma mère, je pouvais contrôler le pouvoir que je donnais à ses mots. Cette clarté nouvelle était sur le point d'être testée plus sévèrement que je n'aurais pu l'imaginer alors que la conversation du dessert prenait sa tournure la plus toxique à ce jour. Les tasses à café furent remplies et remplies à nouveau alors que les assiettes à dessert se vidaient progressivement. La salle à manger s'était réchauffée au fil de la soirée, une combinaison du four qui avait fonctionné toute la journée et de l'effet métabolique d'un repas copieux. Mon père desserra sa cravate, et oncle Franck avait retroussé les manches de sa chemise. Seule ma mère conservait son apparence parfaitement soignée, pas un cheveu de travers, malgré des heures de réception. La conversation s'était installée sur des réminiscences de réunions de famille passées, suscitées par mon père mentionnant que c'était le 25e Thanksgiving dans cette maison. Tu te souviens quand nous avons reçu les deux côtés de la famille cette première année, se rappela-t-il. Il devait y avoir 20 personnes entassées autour de tables pliantes au sous-sol parce que la salle à manger était encore en rénovation. C'était avant la naissance de Kyle, ajouta ma mère. Hélène était alors la seule enfant, toujours dans nos jambes dans la cuisine. J'avais 4 ans, ai-je souligné avec un sourire, déterminé à garder mon calme. Oui, et déjà si particulière pour tout, continua ma mère, faisant des crises de colère si ces aliments se touchaient dans l'assiette. C'était une exagération, mais je l'ai laissé passer sans commentaire, prenant une autre gorgée de café à la place. Tante Florence se joignit à la conversation. Je me souviens de la naissance de Kyle. Hélène était si excitée d'être une grande sœur. Elle essayait sans cesse de lui lire des histoires même s'il n'était qu'un nouveau-né. J'ai souri à ce rare souvenir positif de mon enfance. J'avais ce livre d'images sur la famille de canards que j'insistais pour lui lire tous les jours. Tu étais si protectrice, ajouta chaleureusement mon père, toujours en train de vérifier s'il allait bien dans son berceau. Pendant un instant, la conversation avait pris une tournure agréable, se concentrant sur une époque où notre famille semblait saine et aimante. Mais ma mère ne pouvait jamais laisser de tels moments durer. Eh bien, Hélène a dû s'adapter considérablement à l'arrivée de Kyle, dit-elle, son ton devenant plus acéré. Elle avait été le centre de l'attention pendant si longtemps. C'est normal pour tout premier-né, dit tante Florence. Je me souviens que tu as eu le même ajustement quand je suis né. Ma mère ignora sa sœur. C'était différent avec Hélène. Nous n'avions pas vraiment prévu d'avoir des enfants si rapidement après notre mariage. Son arrivée a changé tous nos plans. L'atmosphère autour de la table se tendit subtilement. Mon père s'éclaircit la gorge. Diane, peut-être devrions-nous commencer à débarrasser les assiettes à dessert. Je suis juste honnête, Harold, continua ma mère, sa voix prenant le ton légèrement plus aigu qu'elle avait lorsqu'elle préparait quelque chose de particulièrement blessant. Nous étions encore pratiquement des jeunes mariés quand je suis tombée enceinte d'Hélène. Nous avons dû annuler notre voyage en Europe. Ton père a dû accepter ce poste dans le cabinet comptable au lieu de créer son propre cabinet. Je restais très immobile, une étrange sensation de bourdonnement commençant dans mes oreilles. Ce n'était pas une information entièrement nouvelle, mais jamais elle ne l'avait déclarée aussi crûment à la table familiale. Maman. Commença Kyle, l'air mal à l'aise. Oh, Kyle était complètement prévu, continua ma mère comme s'il n'avait pas parlé. Nous avons attendu d'être financièrement prêts, d'avoir la maison aménagée avec une vraie chambre d'enfant, nous avons tout fait dans les règles de l'art. Elle prit une bouchée délicate de tarte, puis asséna le coup de grâce. Hélène était une erreur. Parfois, j'aurais aimé que tu ne sois jamais née. Nos vies auraient été si différentes. Elle rit légèrement, comme si elle avait fait une blague charmante, et à ma grande horreur, des rires nerveux se propagèrent à certains endroits de la table. Stéphanie a même gloussé. La cousine Heather sourit mal à l'aise, et mon père eut un rire forcé en fixant sa tasse de café. Seul oncle Franck, tante Florence et Kyle restèrent impassibles, regardant alternativement ma mère et moi avec des expressions de choc. La pièce sembla ralentir autour de moi. Je posai délicatement ma fourchette à côté de ma part de tarte à moitié mangée, les dents parfaitement parallèles au bord de l'assiette. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine, le pouls visible à mon poignet alors que je posais mes mains sur mes genoux. Chaque blessure d'enfance, chaque critique, chaque comparaison se cristallisèrent soudainement en cet instant. Ma mère avait enfin dit explicitement ce qui avait été implicite toute ma vie, et elle l'avait fait aussi nonchalamment que si elle commentait la météo, s'attendant à ce que je l'accepte comme j'avais accepté tout le reste. Mais quelque chose avait changé en moi.
Peut-être étaient-ce les mois de thérapie. Peut-être était-ce le choc pur d'entendre ces mots prononcés à voix haute à la table de Thanksgiving. Ou peut-être était-ce simplement qu'après 32 ans, j'avais finalement atteint ma limite. Je sentis mes lèvres s'étirer en un sourire, non pas le sourire conciliant que j'offrais habituellement pour maintenir la paix, mais quelque chose de plus calme et de plus authentique. Je regardais directement ma mère de l'autre côté de la table. Cela explique tant de choses, dis-je, ma voix stable et claire dans la pièce soudainement silencieuse. Toutes ces années, j'ai cru que tu n'étais qu'une mère terrible. Mais maintenant je comprends que tu n'as jamais voulu être ma mère du tout. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme du cristal, tranchant et clair. Le visage de ma mère perdit si rapidement sa couleur que je crus qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un son, comme un poisson soudainement sorti de l'eau. Personne à table ne bougeait. Mon père me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Les yeux de Kyle étaient grands ouverts, un mélange de choc et de ce qui ressemblait presque à de l'admiration. Oncle Frank se renversa dans sa chaise avec l'ombre d'un sourire satisfait tandis que tante Florence pressait sa serviette sur sa bouche. Stéphanie et la cousine Heather échangèrent des regards alarmés tandis que le mari d'Heather, Tom, devint soudainement très intéressé par le motif de son assiette à dessert. Vivien, l'ami de ma mère, semblait vouloir se dissoudre à travers le sol. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être des minutes, mais ne dura probablement que quelques secondes. Je maintins le contact visuel avec ma mère, refusant de reculer ou de nuancer ma déclaration. Pour une fois, j'avais nommé la vérité qui avait façonné notre relation depuis le début, et je ne la retirerai pas pour apaiser son inconfort. Finalement, mon père tenta de briser la tension. Eh bien, je pense qu'un peu plus de café nous ferait du bien à tous. Diane, où as-tu mis la nouvelle cafetière? Mais ma mère restait figée, son visage un masque de choc et de quelque chose d'autre que j'y avais rarement vu, la vulnérabilité. La tension dans la salle à manger était palpable. La tentative de mon père de détourner l'attention avec le café avait complètement échoué, car tout le monde restait figé dans le tableau créé par mes mots. Ma mère n'avait toujours pas parlé, son visage normalement animé était anormalement immobile. Avec des mouvements délibérés, je posai ma serviette à côté de mon assiette et me levai. Je crois que je devrais y aller. Hélène, attends, commença Kyle, se levant à moitié de sa chaise. Ce n'est pas grave, l'assurai-je. J'ai une chambre d'hôtel en ville. J'avais prévu d'y rester ce soir de toute façon. Cette révélation sembla finalement sortir ma mère de son état de choc. Un hôtel? Mais ta chambre à l'étage est prête. Pourquoi dépenserais-tu de l'argent pour un hôtel? Sa voix avait une qualité étrange et cassante, comme si elle essayait de forcer la soirée à revenir à la normale par la seule force de sa volonté. Je pense que nous avons tous besoin d'un peu d'espace, dis-je calmement. Merci pour le dîner. Je me suis dirigé vers le couloir pour prendre mon manteau et mon sac à main, mes mouvements mesurés et délibérés. J'entendais une conversation feutrée et urgente éclater derrière moi dans la salle à manger, mais je ne me suis pas retourné. Dans l'entrée, j'ai enfilé mon manteau et vérifié mon téléphone, remarquant que mes mains étaient étonnamment stables malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. Oncle Frank est apparu dans le couloir. Je t'accompagne dehors, dit-il doucement. À la porte d'entrée, il m'a prise dans ses bras pour une étreinte rapide. J'attends depuis 30 ans que quelqu'un lui dise ces 4 vérités, a-t-il chuchoté. Tu as bien fait, ma petite. Merci, ai-je murmuré. Désolé d'avoir gâché Thanksgiving. Tu n'as rien gâché, m'a-t-il assuré. Certaines choses doivent se briser avant de pouvoir guérir correctement. Tante Florence est apparue derrière lui. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé à ton hôtel en toute sécurité, m'a-t-elle demandé, en me serrant le bras. Et appelle-moi demain si tu as besoin de parler. J'ai hoché la tête avec reconnaissance et suis sorti dans l'air froid de novembre. Le ciel s'était éclairci pendant le dîner, et les étoiles étaient visibles au-dessus de la rue de banlieue. J'ai marché jusqu'à ma voiture à pas mesurés, refusant de courir comme une enfant réprimandée. En sortant de l'allée, j'ai jeté un coup d'œil à la maison. Mon père se tenait à la fenêtre du salon, son expression illisible derrière la vitre. Il n'y avait aucun signe de ma mère. Le trajet jusqu'à l'hôtel ne prit que 15 minutes, mais j'eus l'impression de traverser une vaste distance. Mon esprit rejouait la scène à table, analysant sans cesse chaque expression faciale, chaque mot. Avais-je réagi de manière excessive? Avais-je été trop dur? Mais chaque fois que je me souvenais de la déclaration désinvolte de ma mère,
j'aurais aimé que tu ne sois jamais né, je me sentais justifié dans ma réponse. Au lieu d'aller directement à l'hôtel, je me suis retrouvé à m'arrêter dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 en périphérie de la ville. J'avais besoin d'un terrain neutre pour digérer ce qui venait de se passer, et la pensée de m'asseoir seul dans une chambre d'hôtel me semblait soudainement insupportable. Le restaurant était presque vide le soir de Thanksgiving, juste quelques camionneurs au comptoir et un couple de personnes âgées dans une banquette d'angle. Je me suis glissé dans une banquette près de la fenêtre et j'ai commandé un café et une part de tarte dont je n'avais pas envie mais qui, selon moi, justifierait mon occupation de la table. Mon téléphone a vibré avec un texto de Kyle, « Tu vas bien ?» C'était intense. Maman est à l'étage, allongée. Papa dit qu'elle a une migraine. J'ai fixé le message, ne sachant pas comment répondre. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir causé des perturbations, le rôle de soignante que j'avais été conditionné à jouer depuis l'enfance. Une autre partie ressentait un surprenant sentiment de soulagement, comme si un lourd sac à dos que je portais depuis des années avait soudainement été posé. J'ai finalement répondu, je vais bien. Dans un restaurant en train de prendre un café. On se parle demain. 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant que le message suivant de Kyle n'arrive, pour ce que ça vaut, j'ai été choqué par ce que maman a dit. C'était au-delà de ses trucs habituels. Je suis désolé. Cette alliance inattendue m'a fait monter les larmes aux yeux. Je les ai clignés des yeux alors que la serveuse déposait mon café. Tout va bien, ma belle, demanda-t-elle, remarquant mon expression. Thanksgiving en famille, ai-je expliqué avec un faible sourire. C'est devenu un peu dramatique. Elle a hoché la tête d'un air entendu. C'est les pires. Prenez votre temps ici. On est ouvert toute la nuit. Alors que j'étais assise à siroter mon café, d'autres messages ont commencé à arriver. Tante Florence vérifiant que j'étais en sécurité. Oncle Franck envoyant un simple « fier de toi ». Même la cousine Heather a envoyé un texto, bien que son message fût typiquement égocentrique, c'était tellement gênant. Tom dit qu'on devrait partir demain au lieu de rester le week-end. Est-ce que c'est une réaction excessive? Mon père ne m'a pas contacté, ce qui n'était pas surprenant. L'évitement des conflits était sa spécialité, et il serait occupé à gérer l'état émotionnel de ma mère. Au moment où j'ai fini mon café, j'avais reçu des nouvelles de Kyle sur les retombées post-départ. Apparemment, après mon départ, ma mère s'était dramatiquement retirée à l'étage, prétendant se sentir faible. Les invités restants avaient échangé des banalités gênées pendant 30 minutes avant de commencer à se disperser. Oncle Franck aurait dit à mon père, Diane doit des excuses à Hélène, pas l'inverse, provoquant une tension supplémentaire. À l'hôtel, j'ai suivi ma routine du coucher mécaniquement, l'épuisement émotionnel de la soirée me rattrapant enfin. Alors que je m'installais dans mon lit, un dernier texto est arrivé de ma mère, je ne comprends pas pourquoi tu m'as embarrassé comme ça devant tout le monde. Certaines choses devraient rester privées. Je ne te parlerai pas tant que tu ne t'excuseras pas pour ton comportement. J'ai fixé le message pendant un long moment, reconnaissant le schéma familier. Ma mère m'avait profondément blessé, et pourtant, c'était moi qui devais m'excuser. Autrefois, je l'aurais fait, acceptant la responsabilité de ses sentiments pour maintenir la paix familiale. Pas cette fois. J'ai posé le téléphone sans répondre et j'ai éteint la lumière. Malgré la turbulence émotionnelle, je me suis endormi rapidement, comme si mon corps reconnaissait que quelque chose d'important avait changé et avait besoin d'être traité dans les sphères plus profondes de la conscience. Le matin apporta un étrange mélange de regrets et de sentiments de puissance. J'ai quitté l'hôtel tôt et je me suis rendu dans un café local pour rassembler mes pensées avant de commencer le trajet de retour vers Chicago. J'avais initialement prévu de rester en ville jusqu'à samedi, peut-être pour déjeuner avec Kyle ou rendre visite à ma seule amie locale restante du lycée. Maintenant, l'envie de retourner dans mon propre espace, ma propre vie, était irrésistible. Assise avec mon latte, j'ai rédigé et supprimé plusieurs réponses aux textos de ma mère. Tout semblait soit trop conciliant, soit trop combatif. Finalement, j'ai choisi la simplicité, j'ai dit ma vérité après avoir entendu la tienne. Je ne suis pas désolé pour ça. J'espère qu'un jour nous pourrons construire une relation plus saine, mais je ne ferai plus semblant que tes mots ne me blessent pas. Je l'ai envoyé avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai immédiatement mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai commencé le trajet de retour. Les 3 heures sur l'autoroute m'ont donné le temps de digérer la nuit précédente, de ressentir toute la gamme d'émotions, de la tristesse à la colère, en passant par un surprenant sentiment de libération.
Au moment où j'ai atteint mon appartement de Chicago, je me sentais vidé mais en quelque sorte plus légère. Baxter m'a accueilli avec des sauts et des pirouettes enthousiastes, son amour inconditionnel de chien étant un baume pour mon âme. Je l'ai emmené faire une longue promenade le long du lac, le vent de novembre du lac Michigan me vit dans la tête. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone à nouveau, il y avait d'autres messages de membres de la famille, mais rien de ma mère. Kyle avait envoyé un texto attentionné disant qu'il respectait la façon dont je m'étais défendu et demandant si nous pouvions parler bientôt. Oncle Frank et tante Florence avaient tous deux appelé, laissant des messages vocaux exprimant leur soutien. La seule réponse à mon texto à ma mère venait de mon père, utilisant son téléphone. Ta mère est trop bouleversée pour répondre pour le moment. Nous avons besoin de temps pour tout digérer. S'il te plaît, ne nous contacte pas pendant un certain temps. Je me suis assise sur mon canapé, la tête de Baxter sur mes genoux, et j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie d'adulte, le rejet de ma mère ne me dérangeait pas. Son silence n'était pas une punition mais un répit. La relation était brisée depuis des décennies. J'avais simplement nommé la fracture, enfin. Un mois après la confrontation de Thanksgiving, j'étais assise dans le bureau de la Dr Winters pour notre séance hebdomadaire. La lumière du soleil de décembre filtrait faiblement à travers les stores de son bureau, créant des motifs sur le tapis que Baxter, qui m'accompagnait désormais en thérapie en tant qu'animal de soutien émotionnel, observait avec intérêt. « Comment vous sentez-vous à l'approche des fêtes ?» demanda la Dr Winters, notant la date sur son calendrier. « Étonnamment bien », ai-je répondu honnêtement. Ce sera mon premier Noël sans obligation familiale, et il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Dans les semaines qui ont suivi Thanksgiving, la famille s'est divisée en camps. Ma mère a maintenu son silence, refusant de me parler directement. Mon père servait de messager réticent, envoyant des textos occasionnels et guindés qui étaient clairement composés sous sa supervision. Kyle était devenu un allié inattendu, appelant chaque semaine et prévoyant même une visite à Chicago en janvier. Tante Florence et oncle Frank avaient été des soutiens indéfectibles, prenant régulièrement de mes nouvelles et validant mon expérience. La cousine Heather et la famille élargie s'étaient pour la plupart retirés à une distance de sécurité, mal à l'aise avec la perturbation du système familial mais pas assez investis pour prendre parti. La réaction de votre mère est un cas d'école narcissique, observa la Dr Winters. Confrontée à l'impact de son comportement, elle s'est positionnée en victime et vous en méchante. J'ai hoché la tête, étant arrivé à la même conclusion. Ce qui est étrange, c'est que je m'attendais à être plus dévasté par le fait qu'elle me coupe les ponts, mais il y a un soulagement mêlé à la tristesse. Ce soulagement vous dit quelque chose d'important, nota la Dr Winters. Que pensez-vous que cela signifie ? J'ai réfléchi à cela en caressant distraitement les oreilles de Baxter. Je pense que cela signifie que la relation était plus épuisante que nourrissante. Avoir de la distance m'a montré combien d'énergie je dépensais à gérer ces sentiments et à chercher une approbation qui n'est jamais venue. Exactement. Et comment cette prise de conscience a-t-elle affecté d'autres domaines de votre vie ? Cette question m'a fait sourire. Dans le mois qui a suivi Thanksgiving, plusieurs changements positifs avaient émergé dans ma vie quotidienne. J'avais commencé à m'exprimer avec plus de confiance lors des réunions de direction au travail. J'avais mis fin à une relation amoureuse tiède qui traînait principalement parce que l'homme présentait bien sur le papier. J'avais même confronté une voisine envahissante à propos de son habitude de laisser des notes passives-agressives sur le bruit dans le couloir. J'établis de meilleures limites partout, ai-je dit à la Dr Winters. C'est comme si, une fois que j'ai finalement tenu tête à la personne qui m'intimidait le plus, tout le monde semble moins effrayant. À l'approche de Noël, des invitations d'amis pour des rassemblements de fêtes sont arrivées. Plutôt que de décliner automatiquement en faveur de visites familiales obligatoires, j'en ai accepté plusieurs, y compris le dîner du réveillon de Noël avec mes amis les plus proches de Chicago. Pour le jour de Noël lui-même, j'ai fait du bénévolat dans un refuge local, trouvant une joie inattendue à servir des repas à ceux qui n'ont ni maison ni famille. Une semaine avant Noël, un événement inattendu s'est produit. Kyle a appelé pour dire qu'il était à Chicago pour une conférence médicale et a demandé si nous pouvions nous voir pour déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant près de mon bureau, la gêne initiale laissant rapidement place à la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue en tant que frères et sœurs. « Je veux m'excuser », a dit Kyle après que nous ayons commandé. « J'ai été complice du traitement que maman t'a infligé pendant des années. J'ai accepté le rôle de l'enfant prodige parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Sa reconnaissance m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Nous ne faisions que jouer les rôles qui nous étaient assignés.
Peut-être, mais j'aurais pu être un meilleur frère, insista-t-il. Les choses qu'elle a dites à Thanksgiving, ce n'était pas la première fois que j'entendais des commentaires comme ça. J'aurais dû la remettre à sa place il y a des années. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, comparant nos expériences très différentes en grandissant dans le même foyer. Kyle a partagé ses propres difficultés avec la nature contrôlante de notre mère, les attentes étouffantes qui accompagnaient le fait d'être le favori, la culpabilité qu'il ressentait pour ses avantages. Stéphanie est exactement la belle-fille que maman voulait, a-t-il confié. Parfois, je me demande si je ne l'ai pas épousée en partie parce que je savais que maman l'approuverait. Ce niveau de vulnérabilité de la part de mon frère était sans précédent, et je me suis retrouvé à partager des réflexions tout aussi honnêtes sur mes propres choix de vie. J'ai déménagé à Chicago en partie pour créer de la distance, ai-je admis. Chaque accomplissement était plus doux quand je n'avais pas à voir maman le diminuer en temps réel. À la fin du déjeuner, quelque chose avait changé entre nous. La distance artificielle créée par la manipulation de notre mère avait commencé à se dissoudre, révélant le potentiel d'une véritable relation fraternelle adulte. Je vais toujours chez maman et papa pour Noël, a dit Kyle alors que nous nous préparions à partir. Stéphanie insiste. Mais je veux que tu saches que je vois les choses différemment maintenant. Je vais commencer à riposter quand maman essaiera de te rabaisser. Son soutien signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Merci. Ça compte beaucoup. Alors que l'hiver se transformait en printemps, la séparation avec ma mère a continué. Mon père a parfois tenté des médiations maladroites, mais je suis resté ferme sur ma position, je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. Certains amis communs ont rapporté que ma mère racontait une version révisée des événements, se présentant comme la partie blessée, prise au dépourvu par une fille ingrate. Cela m'aurait dévasté autrefois, mais maintenant je reconnaissais cela comme faisant partie de son incapacité à accepter la responsabilité. 6 mois après Thanksgiving, le paysage de ma vie s'était transformé de manière à la fois subtile et profonde. Ma confiance au travail a conduit à une promotion significative. Mon cercle social s'est élargi car j'investissais plus d'énergie dans des amitiés authentiques. J'ai même commencé à fréquenter prudemment quelqu'un qui appréciait ma franchise et ma force plutôt que de les trouver intimidantes. Plus significativement, ma relation avec moi-même s'était guérie. La voix intérieure critique qui avait fait écho à la désapprobation de ma mère s'est progressivement calmée, remplacée par une estime de soi plus compatissante. Je suivais toujours une thérapie, mais notre attention s'était déplacée de la guérison du traumatisme à la croissance et à la planification de l'avenir. Tout au long de cette période, ma mère a tenté diverses stratégies pour reprendre le contrôle sans offrir de véritables excuses. Elle a envoyé des cadeaux d'anniversaire qui sont arrivés sans carte. Elle a demandé à mon père d'appeler avec des excuses transparentes pour prendre de mes nouvelles. Elle a recruté des membres de la famille élargie pour faire pression, suggérant que je brisais le cœur de ma mère avec mon entêtement. J'ai surmonté ces tentatives avec un calme que je n'aurais pas cru possible auparavant. La docteure Winters m'avait aidé à comprendre que c'était des schémas prévisibles lorsque quelqu'un perd le contrôle d'une relation qu'il dominait auparavant. À l'approche du Memorial Day, oncle Frank a appelé pour m'inviter à un barbecue chez lui. « Tes parents seront là », m'a-t-il prévenu. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres personnes. Un terrain neutre pourrait être bon pour une première rencontre. J'ai envisagé de refuser mais j'ai réalisé que l'évitement était sa propre forme de donner du pouvoir à la situation. Je viendrai, ai-je décidé, mais j'amène un ami pour me soutenir. Le rassemblement fut initialement gênant mais gérable. Ma mère a maintenu une distance froide, ne me parlant que lorsque c'était absolument nécessaire et en présence d'autres personnes. Mon père a fait des tentatives forcées de normalité. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point ils me semblaient différents tous les deux maintenant plus petits, en quelque sorte moins intimidants. À la fin de l'été, une nouvelle dynamique familiale s'était établie. Je maintenais un contact minimal avec ma mère mais j'avais reconstruit une relation plus chaleureuse avec mon père grâce à des appels téléphoniques occasionnels lorsque ma mère était sortie. Kyle et moi parlions régulièrement, et il avait commencé son propre parcours thérapeutique, explorant comment notre éducation avait façonné ses choix. 1 an après la confrontation qui a tout changé, j'ai organisé un petit rassemblement de Thanksgiving dans mon appartement de Chicago. Oncle Frank et tante Florence sont venus, ainsi que Kyle, mais pas Stéphanie, qui avait choisi de rendre visite à sa propre famille. Plusieurs amis proches complétaient le groupe, créant un mélange de famille et de famille choisie qui semblait plus authentique que n'importe quelle réunion de fête dont je pouvais me souvenir. Alors que nous étions assis autour de ma table à manger, j'ai réalisé que la guérison n'était pas venue de la réconciliation avec ma mère,
comme je le pensais autrefois, mais de la réconciliation avec moi-même. La vérité que j'avais dite ce soir-là m'avait libéré de décennies de recherche d'approbation de la part de quelqu'un constitutionnellement incapable de la donner librement. Ma mère et moi n'aurions probablement jamais la relation dont j'avais rêvé enfant. Cette réalité apportait encore de la tristesse parfois, mais elle ne me définissait plus. La famille, avais-je appris, pouvait être trouvée et créée sous de nombreuses formes. Les personnes autour de ma table ce jour-là étaient là par choix, liées par un respect mutuel et une attention sincère plutôt que par obligation. En regardant les visages de ceux qui me voyaient et m'appréciaient vraiment, j'ai ressenti une profonde gratitude pour l'éveil douloureux qui avait mené à cette vie plus authentique. Parfois, la réponse la plus parfaite à des années de dénigrement est simplement de revendiquer sa valeur et de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas la reconnaître. Avez-vous déjà eu à établir une limite difficile avec votre famille? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les conversations les plus difficiles mènent à la plus grande guérison. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la façon de trouver sa force à travers les défis de la vie. Merci de votre écoute, et rappelez-vous, vous méritez des relations qui vous construisent, pas qui vous détruisent.